enthousiasme que nous vous retrouvons pour aborder cette émission. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un thème décoiffant, mesdames et messieurs. Apprêtez-vous donc, car à 12h GMT, on est tous... chance en tant que Caro Gang, en tant que C'est Midi, d'avoir l'un des meilleurs publics de l'Afrique, de l'Ouest, que dis-je, de la Terre. Un public choc, électrique et éclectique. Nous allons dans quelques instants recevoir nos invités. Voilà, il y en a un qui est là en permanence tous les jours du lundi au vendredi. C'est pas un invité en tant que tel, c'est un chroniqueur, mais une star comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, quoi. Mais je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir très très fort cette étoile juste en face de moi, Jean-Michel Honat. Jean-Michel, et ensemble, on va donc accueillir la mascotte, le symbole de la star. Docteur Philo, ouais, bienvenue. Non, c'est pas Docteur Philo, c'est Bacerno. Bacerno. Bacerno, c'est là que j'ai atteint le autant pour moi. Bacerno. Ah, Bacerno. C'est du lait de vache. Ouais, ça vient de l'entrée, c'est du lait des choses de bœuf, c'est pas vache. C'est le lait de bœuf qui est là. Bacerno, Jaramo. Ma Jarama, man, Anne Caroline. Anne Ndiago, ma lui, il ne peut pas boire ça, il est trop soco. Ça. Pardon, il est quoi? Il est trop soco. Il est trop soco. Parce que quand tu bois le lait, chaque fois ton sang, il est toujours propre, il est toujours nettoyé. Ok. C'est pourquoi nous, le pèles, on nous confond à les baies. Mais on n'a pas baies. On n'a pas baies. Mais voilà, c'est ça. Ah, c'est très bon. Et tout à l'heure, Jean-Michel, j'ai bien aimé les pas de danse. Oui, enfin, c'est vrai que vous étiez assis. Difficile quand même de juger si on est un bon danseur quand on est assis. Contaminé par l'énergie qu'il y a avec ce public-là, tu l'as tellement bien dit en début d'émission, c'est l'un des meilleurs publics. Et tout à l'heure, avant l'émission, il y avait une belle énergie et une grosse affection que j'ai reçue. D'ailleurs, une fan. Qui s'appelle Lynn Carrel, à qui j'envoie des bisous. Voilà, aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, Lynn, je pense qu'à cette allure-là, on ne fera pas l'émission. On va vous appeler, vous allez faire de grands bisous à Jean-Michel, aux téléspectateurs, à tout le monde, quoi. C'est bon? Vous êtes content d'être là? Ouais! Eh bien, nous aussi, on est heureux de vous avoir dans ce studio et c'est avec ravissement que j'ai envie, très chers téléspectateurs, de vous annoncer ce thème que nous avons aujourd'hui. Eh bien, c'est clair que c'est un thème qui va bouleverser l'entendement même des scientifiques et je dirais des plus cartésiens, surtout parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Je vous le communique avec toute la manière. Mon groupe sanguin a changé. Scientifiquement parlant, c'est impossible, mais nous allons prendre le soin quand même d'écouter le témoignage de cette jeune fille qui se nomme Marie-Pascale Lézou. Merci de la recevoir. Marie-Pascale Lézou est notre invitée témoin du jour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ah ouais. Votre groupe sanguin a changé. Oui. On aura l'occasion de vous entendre. Mais avant, docteur Philo, avec... Vous avez dit c'est du lait de quoi? Bœuf. D'accord. Ça ne peut pas changer le groupe de sang. Ça ne change pas. C'est docteur Philo qu'on retrouve tout de suite dans sa chronique. C'est parti. Merci. Je voulais
faire juste un clin d'œil à tous ces peuples de la Guinée qui nous suivent, tous les Guinéens en général. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait cette intention. Sinon, je ne suis pas guinéen, je suis ivoirien, mais on est de cœur, on est ensemble. Hein. Vous nous appelez chaque fois, vous. C'est un pays frère. Ouais, et on est très suivis là-bas. On a de très bons retours. Ouais. Ouais. Les tiernos. Quand c'est comme ça aussi, souvent, le soir, au kiosque à spaghetti, là, on te donne 5 cadeaux. Moi, c'est ça. Allez, merci. Non, mais Caroline, scientifiquement parlant, le groupe sanguin ne peut pas changer. Mais nous, les philosophes, nous, on dit que c'est possible. C'est possible. Mais attendez, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'avant, au temps des Samori Touré, des Abla Pokou, est-ce qu'il y avait tout ça là? Est-ce qu'Abla Pokou m'a voulu demander connaissait son groupe sanguin? Mais nous, vous parlez de mondialisation, mais nous, les philosophes, nous parlons de démondialisation. C'est-à-dire le démon. Le monde a tellement évolué que tout ça, les gens ne respectent plus. C'est-à-dire, les gens mangent n'importe quoi. Ça s'explique, c'est simple, c'est trop spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, femme se transforme en garçon, garçon se transforme en femme. Si ton sang a changé là, c'est quoi? L'homme même se change, c'est pas le sang qui va pas changer. Non mais attention, c'est simple, tout a changé. Vous allez croiser, on dit garçon, on dit garçon, mec. Ça là, ça va changer. Ça change. Femme même, on dit femme là, la femme est doucement, la femme même tasse sa poitrine, on dit, tu vois, on veut mourir. Donc, non, mais le sang, non, ça veut dire que l'homme même change, c'est pas le sang qui ne peut pas changer. Et Dieu, ça montre combien de fois on a un être suprême qui est là. Le sang, c'est quoi? C'est un liquide. On dit c'est un liquide biologique. Quand on dit bio, c'est naturel, donc naturellement logique. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, tellement les choses changent, ça veut qu'aujourd'hui même là, les gens sont obligés de faire la promotion de tout ce qui est bio. C'est-à-dire ce qui est naturel, on fait la promotion. Vous ne voyez pas, que c'est un peu bizarre. On dit c'est naturel, mais les gens font la promotion. Le monde, c'est-à-dire les trucs ont tellement évolué, Moi, je dis que le sang n'a pas changé. C'est purement, simplement, peut-être la lettre, le nom du sang qui a changé. Si A est devenu B, le sang n'a pas changé. C'est trop spirituel, c'est trop... Écoutez, je dis, le sang ne peut pas changer. Vous dites scientifiquement, je me lève pour expliquer. Le sang ne peut pas changer. Peut-être c'est le nom qui a changé. C'est la lettre qui a changé. Si c'était A plus, que c'est devenu A, B plus, c'est le nom. Et c'est le sang changé. Le sang est toujours là, c'est le même sang qui coule, je veux dire. Et je veux dire que, pour prendre mes propos, vous dites que l'évolution, le monde a tellement évolué que les choses. Ne soyez pas étonnés qu'un jour il pleuve du sang et que c'est l'eau qu'on prend qui traverse nos veines. Ne soyez pas étonnés parce que les gens, on a l'impression que Dieu est en colère parfois. Merci beaucoup. Cette évolution a fait que souvent ça pose des préjugés dans les foyers. Regardez, une machine avait été créée à l'époque, cette machine pouvait permettre de partager. C'est-à-dire que la femme partage la douleur de l'enfantement avec son mari. Ça veut dire quoi? La femme va accoucher. Quand elle a travers la douleur, on règle la machine. On dit, madame, vous voulez donner combien de pourcents de la douleur à votre mari? Écoutez, et la femme, tellement elle était en colère contre son mari, elle a dit, monsieur le médecin, donnez 100% à mon mari. Et quand ils ont réglé, attendez, c'est pas une pluie. Et quand ils ont réglé, ils ont mis 100% au mari. La femme, c'est-à-dire, le mari était arrêté là, mais il était souriant, aucune douleur. On appelle quelques instants pour ça que, quelques instants plus tard, que c'est le vigile, le gardien à la maison qui vient de mourir tout le temps. Arrête ça. Merci beaucoup, Docteur Chilo. S'il n'avait pas existé, je vous assure qu'on l'aurait créé. Et voilà, nous allons donc partir pour la question du micro-trottoir. Est-il possible que le groupe sanguin change? Moi, je pense que le groupe sanguin ne peut pas changer parce que c'est lié aux parents. Si tu es du groupe sanguin O, tu restes du groupe sanguin O à vie. Ça va dépendre. Parce que l'homme peut tomber malade, souvent ça change. Fait que ton sang peut être contaminé. On peut aller au laboratoire pour vérifier tout ça. C'est impossible. L'être humain est né avec son groupe sanguin, ça ne peut jamais changer. Moi-même, j'ai un groupe sanguin. Je suis de O, mais je ne vois pas que ça peut changer un jour. Ce que je sais, le groupe sanguin ne peut pas changer comme ça. Peut-être qu'à la longue, mais juste je peux me permettre de découvrir si ça peut changer. Et voilà, mon groupe sanguin a changé. Je vous rappelle que c'est le thème de ce jour. Eh bien, notre invité témoin se nomme Lézou Grahan Marie-Pascal. Il faut dire qu'elle est couturière et commerçante. Donc, vous êtes une femme entrepreneur. Alors, à l'âge de 3 ans, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous allez avoir, on va dire, une petite douleur quelque part qui va se transformer tout de suite en une fente. Et à la suite de cela, il y a des réactions. Oui. On veut en savoir davantage, mademoiselle. Merci. À l'âge de 3 ans,
je suis allée au village, en fait. Et au retour, j'ai eu une fente sur le pied. Donc, ma mère, elle s'est inquiétée. Elle m'a envoyé... À votre retour du village? Oui, à mon retour du village. Donc, elle m'a envoyé au CHU de Trècheville pour aller faire des analyses pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Arrivé là-bas, le médecin dit qu'il n'y a rien, mais qu'ils vont donner des gouttes pour que le trait s'efface. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu cette fente ou cette fissure sur le pied? Non. En ce moment-là, il a fait juste une analyse. Il a dit que peut-être c'est une allergie. D'accord. Mais ils vont donner des gouttes pour effacer la cicatrice, que ce n'était rien de grave. Vous ne vous êtes pas déchiré, vous n'aviez pas mal? Non, j'avais juste une fente à la plante des pieds. D'accord. Donc, quand il a donné les gouttes, il a dit, si ça finit, d'acheter une nouvelle boîte. Si ça finit, de renouveler. Donc, quand ça finissait, elle aussi, elle renouvelait. Elle renouvelait. Et arrivé à un certain moment, elle s'est rendue compte que, subitement, ma peau est quittée. C'est-à-dire que de là à là, là à là, du genou jusqu'à la plante des pieds, les deux pieds, la nuque jusqu'à derrière. Jusqu'au cou? Jusqu'au cou, tout le postérieur, toute la peau était enlevée, comme si j'étais brûlée au 1er degré. C'est comme ça que la peau est partie. Et ils sont allés revoir le médecin. Le médecin s'est fâché. Il dit, lui, il a voulu me sauver, et puis on dit qu'il m'a fait du mal et tout ça. Et bon, c'est resté comme ça. Donc, pendant toute cette période de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, mes parents cherchaient une solution. Comment ils vont faire pour que toutes ces taches-là partent? Comment ils vont faire pour que la maladie me quitte? Parce que j'étais devenue un handicap pour eux. Mon postérieur est brûlé, tout est brûlé, on était obligé de me transporter. Bon, j'étais devenue... Une charge. Une charge. Et dans les recherches, parce qu'ils ont fait des analyses aux grandes endémies de Trècheville, à l'Institut Pasteur, tout ça, ils ont fait des analyses. On disait toujours que c'était une allergie. Mais une allergie à quoi? On ne savait pas. Et ils ont donné des pommades. Chaque médecin donnait sa pommade pour voir ce qui allait marcher. Et quand ils ont donné les pommades, la peau, là... La première couche. La première couche a commencé à revenir. Se reconstituer. La peau s'est reconstituée, sur les pieds et tout ça s'est reconstitué. Mais là où il y a les articulations, les mains, et le coude, le genou et tout ça, là, c'est pas parti, c'est resté. Et quand c'est resté, j'avais la peau m'était dure. La plante de mes pieds aussi était dure. À tel point que même je ne ressentais pas de douleur. Quand on me pique, je n'avais aucune douleur. Et dans cette période-là, ils ont cherché des solutions sans solution. À l'école, les gens se moquaient de moi, les amis se moquaient de moi. J'étais un peu à l'écart parce que je n'arrivais même pas à saluer quelqu'un. Quand je salue, tout le monde, ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Pourquoi ta peau m'est dure? Donc, si je comprends bien, au fur et à mesure, la peau est revenue en place. Revenue. Mais quand même, vous aviez beaucoup de cicatrices. Beaucoup de cicatrices, oui. Et quand il y avait les périodes de froid, je devenais comme un handicapé parce que je n'arrivais pas à marcher. Tous les pieds, là, ça se fondait, il y avait du sang, c'était vraiment compliqué. Je n'arrivais pas à déplier le doigt, les mains avant. Mes doigts étaient comme ça. Quand je réussissais à les déplier, il y avait du sang qui sortait. C'était vraiment difficile. Et à l'école, les enfants me traitaient de lépreuse et tout ça. C'est que de la maternelle jusqu'à la classe de CE2, j'étais dans une école confessionnelle religieuse. Et dans ma classe, les enfants sont allés dire à leurs parents que il y a une fille dans la classe qui a la lèpre et tout ça, ça va nous contaminer. Donc les parents, eux, ils sont venus faire une pétition pour dire au directeur de m'enlever de l'école parce qu'il ne faut pas que je contamine leurs enfants et tout. Bon, le directeur essayait de les raisonner, mais bon, c'est son argent, il ne peut pas perdre tout ce monde-là pour une seule personne. Donc ils ont appelé mes parents et puis on m'a enlevé de l'école. Et à partir de cet instant-là, comment est-ce que vous vous sentiez?
je veux dire, qu'on vous retire de l'école par rapport à une maladie, comment est-ce que vous l'avez ressenti et comment vous l'avez vécu? Bon, j'étais devenue une autre personne parce que je me suis sentie rejetée. Il n'y avait pas un endroit où j'allais et puis les gens ne me regardaient pas. J'étais comme un phénomène bizarre. Tout le monde... Les gens avaient toujours de mauvaises réactions. Donc du coup, j'étais renfermée sur moi-même. J'étais devenue une personne à part. J'étais là, mais c'était difficile de m'exprimer. Je n'arrivais plus à m'exprimer parce que je me disais que de toute façon, les gens ne m'aiment pas. Donc, ce n'est pas la peine d'ouvrir même la bouche pour parler. Donc, j'étais... Vraiment, ça m'a marqué de manière négative. À tel point que j'avais décidé même de ne plus croire en Dieu parce que je me disais, si Dieu existait, ce genre de choses-là ne pourrait pas m'arriver. Un enfant, tu grandis, tu vois tout le monde, tu es différent de tout le monde. Il y a toutes ces choses-là qui tournent. Vraiment, j'étais devenue une autre personne. Je ne parlais pratiquement plus. Je portais les habits pour me couvrir, pour ne pas que les gens me voient, me jugent. Je ne voulais plus. Même quand j'allais à l'école, même si je connais quelque chose, quand on me pose la question, je ne répondais pas. Raison pour laquelle il y a pas attirer le regard. Oui, raison pour laquelle j'avais tellement honte et j'étais tellement rejetée qu'il y a des examens à l'école que je ne voulais pas faire. Là où on auditionne les gens, où on parle. En tout cas, là où il y a les gens qui vont te regarder, tu vas parler. Franchement, je ne voulais pas. Je tirais souvent même les cours pour ne même pas avoir à affronter les gens. Je préférais rester à la maison. Donc, dans cette période-là, ma mère me prenait toujours pour se promener, pour chercher des solutions dans les églises. Ah d'accord. Oui. Vous avez grandi comme ça? Oui, j'ai grandi. Dans cet état d'esprit, dans cette attitude-là? Dans cette attitude-là, j'ai grandi comme ça. Donc, elle, ça lui faisait mal de voir son enfant qui est comme ça. C'est vrai qu'elle ne voyait pas le côté intérieur. C'est que ce qui se passait à l'intérieur. Mais souffrance psychologique. Oui, ce qui était déjà sur ma peau et tout ça, les gens étaient un peu bizarres. Ça la mettait mal à l'aise. Donc, on cherchait des solutions. Comment est-ce que ça allait faire pour quitter mon corps, pour que je sois à l'aise. C'est dans cet état d'esprit-là que j'ai grandi. Je ne croyais plus en Dieu. Et un jour, il y a une amie de ma grande soeur qui vient à la maison qui dit « Viens, on va aller dans mon église. » J'ai dit, moi, franchement, j'ai parcouru les hôpitaux, les églises. J'ai tellement parcouru de choses que... Et puis, depuis petite, on me trimballe ici, on me trimballe ici. Franchement, je suis fatiguée. À la recherche de solutions. Oui, je ne veux plus en entendre parler, surtout pas les églises même, je ne veux plus en entendre parler. Elle a dit, non, viens. Donc, à chaque fois, elle me poursuivait. Que je la croise sur la route du marché ou partout, elle était toujours derrière moi. Donc, j'ai décidé d'aller dans son église pour me débarrasser d'elle. Et j'arrive dans l'église, vu que déjà, je n'avais pas cette joie-là, je n'avais pas la joie, je n'étais pas contente parce que je me disais que les gens me jugeaient à chaque fois. J'arrive là-bas, je vois que les gens ne me jugent pas. Ils sont plutôt contents de me voir, il y a une certaine joie, une certaine paix. Je dis, ah, bon, voilà quelque part où, au moins, je n'ai pas de jugement. Bon, les gens ne vous jugent pas. Les gens ne me jugent pas à mon apparence, à ce qu'ils voient. Donc, je vais essayer avec Dieu de cette manière-là aussi pour voir comment ça va se passer. Et c'est ce qui vous a fait rester dans cette communauté? Oui, c'est ce qui m'a fait rester dans cette communauté. Et je lui ai dit que juste avant ça, je suis allée faire la pièce d'identité nationale. Arrivée là-bas, vu que ma peau m'était très dure, donc on devait faire ça, c'est biométrique. Donc je mets les doigts sur le truc, ça ne passe pas. Je mets les doigts... Pour relever les empreintes digitales. Pour relever les empreintes digitales, ça ne passe pas. Je mets les doigts, ça ne passe pas. Vu que c'était ma cousine qui était en face de moi et qui faisait... Donc elle me disait, va t'asseoir à côté. On ne vous mettait pas de produits? Non, avant ça, elle me disait, va t'asseoir à côté, quelqu'un d'autre passe,
Et puis après, tu vas venir. Pendant ce temps, on m'a donné un beurre de karité là, de frotter. Peut-être que ça va ramollir et tout ça. Donc moi, je suis assise là, je fais. Quand quelqu'un d'autre, quand la personne finit, on me fait venir. Je fais, ça ne passe pas. Je fais, ça ne passe pas. Donc, il y avait un monsieur qui est venu, qui avait un doigt amputé. Et elle a dit, bon, de toute façon, il y a des gens qui n'ont pas de doigt. Donc, on va faire ta pièce comme si tu n'avais pas de doigt. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cette pièce d'identité-là. Comme si je n'avais pas de doigt. Donc, après plusieurs tentatives, il n'y a pas eu d'empreinte digitale. Il n'y a pas eu d'empreinte digitale. Est-ce qu'après ça, vous avez cherché à rencontrer un médecin pour savoir pourquoi les choses étaient comme ça? Non, parce que franchement, à cette période-là, je n'avais pas... Je me disais que c'était parce que c'était dur. Parce que l'empreinte à l'encre, ça passait très bien parce que tous les traits étaient là. Les traits étaient visibles. Donc, l'empreinte à l'encre, quand je fais, ça sort. Passe. Mais biométrique, ça ne passe pas. Donc, c'est après cette période que je croise la dame que je vais dans sa communauté. Mais sur la question du sang, je veux dire, à quel moment vous découvrez Oui, c'est de façon progressive. Je pense que c'est ce chapitre-là qu'elle va maintenant aborder. Maintenant, je suis dans la communauté. Quelque temps après, je décide d'aller faire mon passeport. Donc, j'arrive là-bas. Je savais très bien qu'il y a eu une première tentative qui a échoué parce que mes doigts étaient durs. Donc, j'arrive. Franchement, j'avais peur. La dame me dit, essayez. Elle aussi, elle m'a donné du beurre de karité. Le même scénario. Le même scénario. Va t'asseoir. Si quelqu'un d'autre vient, ainsi de suite. Donc, je fais. Je viens, ça ne passe pas. Elle me dit, prends tes doigts, frotte ton nez. Refais, ça va passer. Le nez, tout ça? Oui, on a fait toutes les tentatives. Après peut-être 30 minutes comme ça, il y a un doigt qui a signalé vert parce que ça a pris. Elle m'a dit, c'est bon, on va plus essayer de faire, c'est bon. Si un doigt ça avait été tellement laborieux. Bon. C'était quel doigt? Parmi les 5 à 5. C'était l'index. Ouais, ça lui trahit jamais. Et vous-même, vous n'avez pas été surprise puisque la première fois, c'est pas du tout passé et cette fois-ci, ça passe. Ça ne vous surprend pas? Ça ne m'a pas trop surpris parce que j'ai duré encore là. Donc, je n'étais pas convaincue. Et 3 jours après, je viens maintenant pour retirer le passeport. Dès que j'ai donné le reçu, ils ont fait sortir le truc là pour m'identifier, pour que oui, bien sûr, on doit encore prélever vos empreintes digitales. Je remets le même doigt, l'index droit. Quand j'ai remis net, ça a reconnu. C'est là que j'ai su que quelque chose s'était passé. Parce qu'à chaque fois que je viens là, je suis là, je dure, je traîne. Et là, quand j'ai mis le doigt net, ça a reconnu. Donc, quand ça a reconnu, j'ai su que quelque chose s'est passé. Donc, je suis retournée dans la communauté et allée rendre grâce à Dieu parce que ce n'était pas évident. C'était pas évident. À la suite de ça, je demande à un médecin. Le médecin me dit que si les empreintes digitales sont revenues, que ça a pu reconnaître, ça veut dire que tout ton patrimoine génétique a changé. Bon, patrimoine génétique, moi, je ne sais pas. Et puis en plus de ça, depuis que je suis née, je suis du groupe sanguin O positif. Vous avez des empreintes digitales désormais, vous avez un passeport. Quel sentiment vous anime? Bon, je suis contente parce que désormais, je suis citoyenne du monde. Parce que, oui... Vous pouvez voyager à travers le monde. Déjà, je suis contente. Et puis, vu que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Donc, le Dieu, là, il ne s'arrête pas là. Il continue encore. Vu que le médecin m'a dit qu'il se pourrait que le patrimoine génétique ait changé. Donc, je vais maintenant pour le permis de conduire. Parce que j'ai de l'assurance maintenant, je vais aller plus loin. Donc, je vais pour le permis de conduire. Je passe le test du permis en janvier
Je commence en janvier 2012. Ils ont fait les analyses de sang et tout ça. On m'a montré les papiers pour vérifier. Mon sang est toujours O positif dessus. Mon permis dure 1 an, 10 mois. Tout le temps, je demande, mais mon permis, on dit non, il faut patienter. Mon permis, il faut patienter. Jusqu'en octobre 2013, je passais par là et puis bon, je dis bon, je vais entrer voir. J'entre, je demande, il me tend le permis. Je prends le permis, je regarde, je vois groupe sanguin A positif. Il dit non, monsieur, vous êtes trompé. Parce que moi, je suis née O positif. Quand j'ai fait les papiers, c'était O positif. Ça peut être A positif dessus. Il dit bon, allez-y faire des analyses. Si il savait que c'est O positif, on va reprendre. Si c'est A positif, bon. Donc moi, comme j'avais déjà demandé, comme a dit qu'il se pourrait que le groupe sanguin ait changé, dans la foi, moi je suis allée encore rendre grâce à Dieu. Parce que je me suis dit que quelque chose s'était réellement passé. Donc je vais rendre... Et vous n'attendez pas d'avoir d'abord la confirmation parce que logiquement, il se pourrait qu'il y ait eu une erreur. Mais vous n'attendez pas d'avoir les résultats. Je n'ai pas attendu qu'il y ait des résultats. Parce que j'ai cru que Dieu a pu faire quelque chose pour moi. Donc, je n'ai pas attendu. Je suis allée rendre d'abord grâce à Dieu. Et puis, bien après, comme quand je disais aux gens, les gens me disaient, le groupe sanguin, ça ne peut pas changer. De toute façon, tu n'as pas de preuves. Est-ce que tu as des preuves que ton groupe sanguin a changé? Peut-être que tu as mangé quelque chose qui a dû changer ton sang ou bien... De toutes les façons, moi, je n'aime même pas les fruits, je n'aime pas les légumes, tout ça. Qu'est-ce que je peux... c'est bon pour la santé. Hein. Mais c'est vrai que c'est bon, mais c'est pour signifier que même si c'était des choses comme ça qui allaient faire changer, ce n'était pas quelque chose que j'aimais, qui allait vraiment faire changer ça. Alors, moi j'ai une petite question, parce que c'est vrai que naturellement, le groupe sanguin, il est impossible qu'il change. Mais j'ai lu quelque part que ça peut arriver dans le cas de certains traitements médicaux, par exemple liés à une greffe de moelle osseuse. Est-ce que vous avez déjà été greffé, par exemple? Jamais. Je n'ai jamais même fait de perfusion. Est-ce que vous avez été leucémique? Ça change. Dans le passé? Vous n'avez jamais souffert de leucémie? On m'a jamais même fait de transfusion sanguine. J'abonde dans le même sens que Jean-Michel parce qu'il peut avoir, c'est des cas rares, il peut avoir des changements à ce niveau-là seulement si vous êtes exposé à des radiations telles que des explosions qui ressemblent à des explosions atomiques ou encore d'une tumeur, si vous avez été victime d'une tumeur cancéreuse, c'est ce qui pourrait entraîner des mutations génétiques. Mais dans votre cas, vous n'avez pas été soumise à ce genre de maladie, de transformation, donc on ne peut pas justifier que vous ayez changé de groupe sanguin. Alors, pour avoir la confirmation, qu'est-ce que vous faites? Pour avoir la confirmation, je me rends dans un centre de santé. Je ne leur ai pas dit que je suis venue pour un truc comme ça. Je dis juste que je suis venue pour connaître mon groupe sanguin. Ils font l'analyse, on me donne. Je vois dessus A positif. Ah. C'est le même groupe que le permis. Le permis. Ah là, si c'était devenu AB+, là, vraiment, ça allait autre chose. Heureusement. Et c'est comme ça que mon groupe sanguin est quitté de O, devenu A. Alors, la connaissance de votre groupe sanguin, à savoir le O, vous l'avez appris de vos parents ou est-ce que vous avez eu des périodes de tests pour confirmer que vous étiez vraiment du groupe sanguin? Bon, je l'ai appris de mes parents. À la naissance. Mais vous n'avez jamais, en tant qu'adulte, je l'ai vu dans mon carnet de naissance. D'accord. Quand je n'ai jamais fait de test pour savoir quel était mon groupe sanguin, parce qu'ils avaient fait auparavant plein d'analyses pour avoir la cause de la maladie. Mon groupe sanguin était toujours O positif. Quand je suis encore allée faire le truc du permis, je ne sais pas... Le papier qu'ils m'ont montré, c'était toujours O positif. Et voilà, on a dans le fond, le carnet de santé de Marie-Pascale Lézou.
et c'est bien noté au positif. Et comme elle vient de le souligner, il y a eu des analyses, de nombreuses analyses, des prises de sang pour chercher l'origine. Et quand on part à l'hôpital pour des examens poussés, je veux dire, on fait forcément allusion, on va dire, au groupe sanguin. Donc, les médecins se sont référés à votre groupe sanguin. Ils n'ont pas pu, à ce niveau-là. On aurait pu penser à la probabilité de l'erreur à ce niveau-là. Mais cette probabilité est pratiquement écartée à cause des nombreuses analyses qui ont eu lieu après. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez des empreintes digitales. Donc, votre patrimoine génétique a changé, c'est-à-dire que l'ADN a changé, le groupe sanguin aussi. C'est tous les codes génétiques qui ont changé. Et scientifiquement parlant, on ne peut pas l'expliquer. Comme nous ne sommes pas médecins, on aura une autre plateforme où on va faire venir un médecin qui va nous expliquer, parce qu'on a eu à appeler des médecins qui nous ont dit c'est pas possible. C'est-à-dire, malgré l'évolution de la médecine, ça n'a pas été... on n'a jamais fait cette expérimentation-là. On ne peut pas changer. Quelqu'un naît, c'est ce qui le constitue. Donc, ça relève du miracle. Et puisque ça relève du miracle, nous, ça dépasse notre intelligence. Ça dépasse notre intelligence. On préfère donc s'arrêter là. Je vais passer dans quelques instants la parole au sage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, franchement, je veux dire merci à Dieu. C'est lui seul. Parce que... je veux dire merci à Dieu parce que quel que soit l'argent que je pouvais avoir ou quoi que ce soit, on ne pourrait jamais me faire une transfusion sanguine qui allait même changer même le cas de mon sang. Ou qui allait me donner cette envie de vivre. Maintenant, je suis plus épanouie. Je suis... En tout cas, j'ai la joie de vivre parce que Dieu m'a fait donner une seconde chance de vivre. Vraiment, je veux dire merci. Est-ce qu'il y a eu des changements sur votre physique? Parce que vous nous disiez que vous étiez chétive. Oui, avant, j'étais sèche, j'étais amaigrie. Et puis, mes doigts même qui étaient... courbés comme ça sont devenus bien. Maintenant, je peux les tendre. Quand il fait froid, je n'ai plus de problème. Maintenant, je porte des habits, on voit mes pieds, je n'ai pas de problème. Plus de complexe. Oui, j'ai plus de complexe. Et voilà, merci infiniment, Marie-Paul Lézou. Oui, je veux dire merci à cette dame-là. Et merci à cette communauté Evie par laquelle le Seigneur m'a fait grâce. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et le sage Haïté est avec nous. Je le vois très étonné. On le retrouve tout de suite pour son conseil. Oui, le sage Haïté. Merci, Caroline. Alors, face au cas de Marie-Pascale Lézou, je suis dubitatif, je ne sais pas. La maladie, c'est-à-dire l'absence d'empreinte, c'est un défaut génétique très rare. Ça s'appelle la dermatoglophie. Ça existe comme maladie. Et ça se caractérise par l'absence de crêtes et de rainures sur les doigts, sur les plantes des pieds et sur les paumes des mains. Puis, il y a eu le miracle. Or, un miracle, c'est une guérison inexpliquée et que seule une force divine a expliqué. Et si on cherche à expliquer cela, c'est que ce ne sera plus un miracle, parce que le miracle, justement, dépasse notre entendement. Et face à nous, nous avons une miraculée. Et nous rendons tous grâce à Dieu pour cela. Merci. Courage à vous. Merci. Et que la vie vous sourie éternellement. La vie lui sourit déjà. Merci beaucoup. Merci à Marie-Pascale Lézou, sacrée Bernarde. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Eh bien, le miracle existe. N'en déplaise aux plus sceptiques et aux cartésiens. Merci beaucoup. L'émission se poursuit. Nous avons des invités. Mais avant de les recevoir, surprise, surprise. Et nos parents seront vraiment contents et les nostalgiques aussi. Jean-Michel, avant de les recevoir, on va vous retrouver. D'accord, sans façon. C'est sa chronique. Oui. C'est un miracle, normalement, on doit pas les inviter avant vous. Oh, mais non. C'est parti, Jean-Michel Ona. Alors
Partageons la première émotion au cinéma de ce mardi avec quelques images de... Vous pouvez me permettre de continuer mon taf? Le miracle existe. Quelques images du premier film ivoirien 100% commando qui a été... J'ai envie de voir quand même comment ça se passe. Philo, arrête ça. Ça fait aujourd'hui. Un premier film qui a été tourné sur des sites ici, en Côte d'Ivoire, ivoirien, à savoir la route d'Adzopé, et aussi également dans la forêt de Bingerville, précisément dans le jardin botanique de Bingerville. Il a très souffert comme ça. Jardin botanique de Bingerville. Le titre du film, c'est Frappe, qui nous transporte dans l'enfer de la guerre en Centrafrique, où le gouvernement ivoirien a fait rapatrier ses ressortissants. L'un d'entre eux est la fille de la secrétaire à l'ambassade qui s'est retrouvée dans une situation particulière qui a nécessité une exfiltration avec une intervention d'une unité spéciale baptisée Frappe, en plein cœur même de la rébellion. C'est un beau film de 2h10 réalisé par l'ivoirien Andy Mello. Alors la scène de ce film, je l'ai dit, tournée ici même en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les images sont très séduisantes. Regardez-les. Est-ce qu'ils ont procédé à l'évacuation de nos ressortissants? Oui, monsieur le président, l'avion affecté à l'évacuation de nos ressortissants sur le point de décoller. Dites-leur de décoller. Le gouvernement tient à ce qu'on la ramène, elle et son enfant. Tu n'iras nulle part. Je vous avais pourtant demandé de ne laisser aucun Ivoirien derrière vous. On ne laissera personne derrière. Si cette fille a de l'importance à leurs yeux, c'est qu'elle a beaucoup de valeur. On part la chercher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je répète, Alpha A Tango 1, appelle la maison. Nous ne pourrons rien faire pour nous tant qu'on n'aura pas atteint la frontière camerounaise. Le capitaine venu nous chercher a été pris par Sylvain, il s'est craché. Lui et tous ses occupants. Et voilà. Donc rendez-vous du 6 avril au 6 mai dans les salles Socossé à partir de 17h30 et puis tous les mardis à compter de ce mardi-là, 18h30 et 21h15 au cinéma Majestic Ivoire. Le cinéma ivoirien est en pleine effervescence, en témoigne cette autre production d'1h30 réalisée par deux jeunes Ivoiriens. Leur nom, Silver et Yao Bertoni, qui nous livrent une histoire touchante, celle d'une lycéenne qui progressivement va perdre le focus sur ses études et, disons, céder à la séduction du sexe. Résultat, hélas, une grossesse pas du tout reconnue, une infection et finalement des remords. Je vous invite maintenant à découvrir ces images. Rose, c'est maintenant que tu te réveilles. Je te croyais déjà partie à l'école? J'ai décidé de ne pas y aller aujourd'hui. Et de quoi est-ce que tu souffres? La fatigue. Comment peux-tu expliquer le fait qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants sortir habillés à moitié nus? Tu sais quoi, chérie? Oui. Je t'aime que tout au monde. Les gars, laissez tout ça. C'est ça la jeunesse. C'est un temps d'enchaînement. Juste te dis de faire très attention pour ce maths-là. Il n'y a pas de bonne moralité. C'est une petite fille. Oh, y a quoi? Ça là, c'est quand on avait poussé, on est là, puis moins ça. La première nouvelle, vous êtes enceinte. Quoi? Je suis au signe de toi, tu ne veux pas le reconnaître. Quelle reconnaissance? La deuxième nouvelle, vous êtes porteuse du virus du sida. Vous dites quoi? Toi, dès que tu vois l'argent, c'est fini. C'est gâté, c'est comme ça, c'est quoi? L'argent, fais attention, je te dis. Ça peut jouer sur ta vie plus tard. Gênée. La mauvaise compagnie m'a trahi. Si je savais. Des remords qui justifient finalement le titre du film « Si je savais » dont je considère ce film comme un petit bijou de conscientisation en milieu scolaire. La tournée d'ailleurs dans les lycées va commencer dès la fin de ce mois. D'ailleurs les acteurs, on en a quelques-uns, et réalisateurs. Est-ce qu'on peut voir les acteurs? Voilà, assis sur la première rangée derrière Caroline, on va leur Levez-vous, faire une s'il vous plaît, salutation. on va vous applaudir. Voilà, Bravo. merci pour le travail. Donc, c'était ça les deux affiches de ce jour. Le premier, Frappe, film ivoirien, 100% commando, c'est une grande première sur nos écrans. Et le deuxième, Si je savais, qui est un film de conscientisation. Merci plutôt. infiniment, Merci Jean-Michel. Et voilà, ils sont là.
Si vous avez aimé le soukous et si vous êtes féru de la musique congolaise, mesdames et messieurs, vous serez très bien servis dans cette émission parce que ceux qui nous viennent, ce sont des monuments de ce genre musical. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous ici Niboma et Kanda Bongoman. Eh oui, nos doyens sont là. Merci. Merci de nous faire l'honneur d'être là. On est content. Installez-vous. On est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Content surtout de vous recevoir en Côte d'Ivoire après toutes ces années. Ça fait plus de 26 ans qu'on n'avait pas vu Niboma ici. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu le roi du Kwassa Kwassa. Est-ce que vous connaissez le Kwassa Kwassa? C'est lui. C'est Kanda Bongoman. Kwassa Kwassa. Eh, mon amour, ça. Kwassa Kwassa, Kwassa. Aïe. C'est plus de 30 ans de carrière à Kouaba. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, j'allais dire, pas seulement pour retrouver vos frères ivoiriens. C'est vrai que c'est le principal, c'est la raison principale pour laquelle vous êtes là. Mais on vous attend quelque part. Oui, on nous attend au Palais des Congrès samedi le 14 avril. Donc, on a un grand show à passer là-bas. Il y a mon petit frère Kanda Bongo là, il y aura Samangwana. Voilà. Aïe. Oh, c'est ça, ça c'est la musique. Qui ont vraiment vécu, qui peuvent se réjouir de la sorte. Respectez ceux qui ont vécu. Hein. Je demeure quand même celle qui est sur ce plateau et qui a 18 ans. Enfin. Alors, Kanda Bongoman, je veux dire, avec tout cet amour que vous ont témoigné les Ivoiriens, pourquoi avoir mis tout ce temps avant de revenir? Je crois que l'artiste dépend beaucoup plus à sa compagnie de disques et puis le management, tout ça. J'ai signé un contrat avec une compagnie qui s'appelle Gallo en Afrique du Sud, avec la Kidoubé, les Yvonne Tchaka Tchaka, Brenda Fassi. Ils m'ont récupéré là-bas et j'ai fait beaucoup plus de tournées en Afrique australe. Et puis là, je sors de Londres d'une tournée. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai passé seulement 2 jours et j'ai été appelé pour venir faire un concert ce samedi 14. Donc j'ai tourné beaucoup plus dans cette zone-là. Alors, donc, ce samedi 14 avril, on vous retrouvera au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à partir de 20h pour un show 100% rumba. On y sera, ça c'est sûr. On va danser, on va gâter le coin. Merci en tout cas. Merci à vous. C'est vraiment un bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau et de vous savoir en Côte d'Ivoire surtout. Et voilà, donc, la question qui permettra, avec votre permission, bien évidemment, chaque jour, chaque semaine, nous faisons gagner de l'argent à nos téléspectateurs. Lequel de ces deux sages a été sur le plateau de C'est Midi d'hier? Réponse A, le sage Cassie. Ça a chauffé. Réponse B, le sage Sissoko. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et voilà, ceci marque donc la fin de l'émission. Merci à vous, public de C'est Midi. Merci à Hechad, bien évidemment, au Fan Club C'est Midi, à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu et à vous, très chers téléspectateurs, qui nous témoignez toujours de l'affection. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.